Qu'est-ce que la viscosimétrie? Je réfléchis parce que c'est pas... Non, la réponse est non. Mais pourtant, on a une formule avec les polymères isomoléculaires. Ouais, qui vous dit quoi? Eh bien, que état est égal à K de N exponentielle de... C'est les deux constantes, la K et alpha, je crois. Ouais, alors. Donc ça, c'est la loi de Markowing. D'accord? Mais Jules a raison, effectivement, c'est une technique où on va mesurer, salut Elio, où on va mesurer un temps d'écoulement. Donc, on va préparer différentes concentrations en polymère dans un solvant et on va mesurer le temps d'écoulement dans un capillaire de cette solution. OK? Et on va avoir état, la viscosité des solutions, état 0, la viscosité du solvant. Et de là, vous avez défini un certain nombre de viscosités. Qui peut me donner le nom de ces viscosités? On a différents types de viscosité. Dites-moi. Alors, relative, spécifique, réduite, inhérente, ouais, c'est ça. Alors, après, une fois que vous m'avez balancé tous ces termes-là, il va falloir me dire ce que sont ces viscos. Ok, donc on a la viscosité spécifique. Alors, Alain, ouais, tu as raison. On va commencer par la viscospécifique. Cette viscosité spécifique, est-ce que quelqu'un peut me donner sa valeur par rapport au état et au état 0? Vous êtes là? État moins état 0 sur état 0. Ouais. État moins état 0 sur état 0. Ça, c'est la spécifique. On a la viscosité, oula, c'est ça, réduite, qui est ce coup-ci la spécifique sur... Salut Isabelle. Sur... Salut. Ouais, c'est ça, Jules. État spécifique sur C, concentration en polymère. Je ne sais pas si on est tous là. Si on a tous... Non, non, il manque quelqu'un, je pense. Il y a Loïc qui arrive, il est en train de se connecter. Non, Loïc, il est là. Je suis déjà là. Ouais, il est là. Ah. Ouais, non, il manque quelqu'un c'est d'autre. Zora. C'est Zora. C'est Zora qui n'est pas là. Elle était là ce attendra matin, un peu. les loulous? Il y avait tout le monde ce matin, il me semble, ouais. Ouais, d'accord. Donc, elle va pas tarder, je pense. Ouais, elle va pas tarder. Si elle cherche le lien, je lui ai envoyé avant de manger. Je lui ai envoyé le lien sur son mail, justement pour éviter ce genre d'emmerde. Justement, vous avez envoyé un mail, mais il n'y a pas de lien dessus. Oh la boulette! Oh là là! Ça ne sert à rien. Elle n'avait rien à voir dans le... Attends, envoyer. Bah oui, tiens! Putain, mais quelle bouse! Alors, hop, c'est bon. Je lui envoie. Vous lui dites, je viens de lui envoyer. Madame, il ne faut pas dire ça. Vous le savez très bien. Vous êtes la première. La meuf, elle écrit. Non, mais vous auriez vu mon mail et tout, gentil. Voilà le lien pour cet après-midi et pour les autres créneaux que l'on a ensemble là, tout à l'heure. Et la meuf, elle colle pas le lien. Mon Dieu. Sortez le clown. Ça y est. La boulette préférée. Ouais.
C'est gentil. Alors, et Aurélien qui continue. Viscosité inhérente, tac, tac, tac. Donc, c'est 1 sur CLN de état sur état 0. Ouais, c'est bien Aurélien. Il en faut des comme ça. Donc, visco-inhérente. J'avoue que celle-là, je l'utilise rarement. Mais ok, elle existe. Je sais qu'elle existe. Donc, 1 sur CLN de état sur état 0. Ok. État relative. Ok. Donc, pas état, on va mettre visco-relatif. Donc, visco-relative, état sur état 0. Ok. Et puis, en dernier lieu, on a quoi? Zora est là. Pardon. En fait, je vous avais envoyé un... Ouais. Vous avez vu mon mail et vous avez vu que je n'avais pas mis le lien. Ça marche. Et bien, on est bon. Et on a... La relative, on vient de la dire, c'est état sur état 0. C'est pas grave. Et on a celle-là. Ouais, Marina. La viscosité intrinsèque. Qui va correspondre à quoi? À la limite, quand C tend vers 0, de la viscosité réduite. Je vous ai perdu? Est-ce que je vous ai perdu, les loulous? Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Et entre nous, alors que je ne raconte pas de bêtises. Non, c'est bon, rien. Ok, cette viscosité intrinsèque, elle est importante parce que c'est cette viscosité-là qu'on retrouve dans la loi de Markowitz qui nous dit que viscosité intrinsèque égale K mv A. Est-ce que c'est les mêmes notations qu'a pris Madame Véronique? Ou est-ce que c'est... Ouais, ok, super. Donc, MV étant la masse molaire moyenne viscosimétrique. Est-ce que je peux changer de page, les loulous? J'étais sûre que ça allait être Alain qui allait dégommer en premier. Vous me dites, Alain, quand je peux passer, Marina, quand je peux passer à l'autre? S'il vous plaît. C'est bon? Nickel. Marina, c'est bon? Ok, super. Hop. Ah!
Tu me diras, Gariba? Et donc, il faut que vous ayez en tête la formule de cette masse molaire moyenne viscosimétrique qu'on a dû vous donner en cours. Et Xavier, pour répondre à votre question, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, l'idée est de dire, si j'ai un polymère isomoléculaire, mon MV, c'est ma MN et c'est mon MW. Ok. Et donc, justement, ce grand K et ce petit A, là, ils dépendent de quoi? Le petit A, il dépend de quoi? Merci, Gariba. Pas de souci. Donc, si on repart sur MV, d'accord, c'est la somme des NI, grand MI, puissance 1 sur somme des NI, MI, le tout puissance 1 sur 1. Et K et A sont constantes, ouais, et vont dépendre du solvant. Oui, Florent, je pense que... Alors, c'est pour ça que je vous ai demandé si c'était alpha ou A qui était donné dans le cours. Alpha, ok. Alors, justement, j'y arrive, Momo. C'est alpha. Ça marche, c'est peu importe. Hein. Ok, ça marche. Bon après-midi. Donc, K et alpha constantes. Et effectivement, il y a des espèces de bornes, ou en tout cas des indications. En tout cas, votre alpha, il va être lié à la conformation du polymère dans le solvant. Merci Aurélien pour Florent. Premier cas de figure, si vous avez un alpha qui est proche de 0, ça veut dire que vous avez des polymères qui sont vraiment sous forme de particules sphériques. D'accord? Si vous avez un alpha de 0,5, vous allez être sous la forme de pelote statistique. Et on considère que ça correspond aux conditions θ. Vous vous rappelez, hein, conditions θ, on est à la limite entre bon solvant et mauvais solvant. On peut même aller jusqu'à des alpha égale à 2 où on est sous forme bâtonnet. Bâtonnet rigide. Ok, ça va ça? Super. Donc, effectivement, quand on vous donne cette donnée-là de viscosité, on va penser tout de suite à la technique de viscosimétrie, au temps d'écoulement et la loi de Markowitz. Et donc, par la technique viscosimétrique,
on peut utiliser cette technique pour déterminer la masse molaire moyenne viscosimétrique du polymère. Yes. Donc ça, c'était une partie de la réponse. Il y a une deuxième partie. Quand on vous donne une viscosité, à quoi vous pensez aussi? C'est moins direct, hein, mais non, non. Non, deux, non. En fait, on est d'accord. Je cherche une technique utilisant le capillaire, ouais, je suis d'accord. Mais tout ce qui est capillaire, c'est la technique de viscosimétrie. Là, je cherche une technique, non, une technique utilisant l'ARMN, non plus. Non plus. Non. Ok. Indice. Il me faut un détecteur viscosimétrique avec cette technique. Ouais, Jules a gagné. La chromatodexclusion stérique est une technique. En fait, on cherchait une autre technique qui, avec une viscosité, pouvait déterminer des masses molaires. Et cette autre technique, c'est la SEC. Ouais, il a le droit de revenir en deuxième semaine. Avec un détecteur viscosimétrique. Et la SEC vous donne quoi comme info? Volume d'élution, ouais, volume hydrodynamique, mais on va en parler avec l'exercice 6 de tout ça. Mais merci Olivier. La SEC vous donne l'info complète en termes de masse molaire moyenne en nombre, masse molaire moyenne en poids et du coup dispersité. Et on va voir un peu comment sur l'exercice d'après. Ok, l'information vous donne la alors SEC, chromatographie d'exclusion stérique. Pas besoin d'écrire ça. Si? Chromatographie d'exclusion stérique. Alors, on va pas discuter de la technique maintenant puisque on va le voir à l'exercice 6. Mais si le jour de l'examen, du partiel, etc., vous avez ce genre de questions, vous n'allez pas mettre brutalement juste chromatographie d'exclusion stérique. Il va falloir expliquer un petit peu en quoi ça consiste. OK? Nous, on va le faire sur l'exercice d'après parce qu'il suit. Mais le jour de l'examen, s'il y a ce genre de questions, vous expliquez, tout comme ce qu'on a fait pour la viscosimétrie, vous expliquez ce que c'est que la chromatographie d'exclusion stérique. OK? OK.
Ça marche. Donc, on attaque le 6. Je peux changer de slide. Alors, charbonner, pourquoi vous me dites ça? On devra aussi expliquer la viscosité avant d'expliquer la SEC. Ouais. Ouais. Oui, Alain. Il faut expliquer les deux. Eh bien, oui, hein. C'est pas fini, hein. Ouais. Ouais, je l'ai croisée là parce que du coup, on est toutes les deux à la fac là avec Madame Beneveau. Elle dit tout fini. Elle a tout fini. Donc maintenant, on va reprendre les choses tranquillo. Enfin, tranquillo. On va bosser ça. Allez, exercice 6. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'exercice 6? On nous dit le chromatogramme de polystyrène sulfonate obtenu en chromatographie d'exclusion stérique dans l'eau est représenté ci-dessous. OK. Les chromatogrammes de différents étalons de POE présentés ci-dessous sont obtenus par SEC dans l'eau. On y dit PO 1000, 2000, 10 000, 35 000, 486 000. OK. Tracez la droite d'étalonnage du PO en indiquant au préalable dans quel ordre les macromolécules en solution sont éliminées. OK. Avant d'aller dans les calculs purs et durs, qui est capable de m'expliquer ce que c'est que la chromatographie d'exclusion stérique? Dans le style, sur quelle propriété on se base? Quelles sont les informations données par la chromatographie d'exclusion stérique? Et comment arriver à ces informations? Dites-moi. Le camion, la BM et le cycliste. Alors, Danushika, séparation des macromolécules, ok. Selon quoi? Comment ça se fait qu'il y a de la séparation? En toute rigueur, ouais. Alors, ouf. Beaucoup d'infos là d'un coup. Donc, séparation des macromolécules, en toute rigueur, c'est selon le volume hydrodynamique et de la taille. Alors, j'aime pas trop l'idée de pelote statistique, Jules, parce que ça dépend de la conformation que va prendre ton polymère dans le solvant. Voilà. Bien, Mokhtar. Donc, séparation des macromolécules selon le volume hydrodynamique. D'accord, Jules? C'est bon? Ok. Et donc, à partir de ce volume hydrodynamique, on arrive à déterminer les masses molaires moyennes en ondes, les masses molaires moyennes en poids et la dispersité. Comment on passe d'un volume hydrodynamique à une masse? Étalonnage. Étalonnage. Qui m'a claqué ce mot-là? Comme ça, là, direct. Le beau gosse, madame, le beau gosse. Donc, étalonnage. Effectivement, étalonnage. En gros, le camion a un gros volume, donc il va directement prendre l'autoroute et arriver en premier.
La BM peut prendre les chemins de campagne ou l'autoroute et le cycliste va arriver en dernier car il ne pourra emprunter que les... Exactement. C'est une belle image, ça. Je garde. Étalonnage. On a différents types d'étalonnage. Ouais, mais c'est bien, c'est très bien de... C'est très bien d'avoir des... Enfin, c'est très bien d'avoir des images en tête. L'étalonnage, on a différents types d'étalonnage. Souvent, ouais. Ce qu'on va faire, c'est... On va passer des étalons. Alors, quelles sont les propriétés des étalons? Ils sont isomoléculaires. Exactement. Étalons isomoléculaires. Vous allez injecter vos étalons et vous allez avoir des chromatogrammes, donc des chromatogrammes qui vont ressembler à ça. C'est-à-dire des pics relativement étroits où vous allez avoir une ordonnée, peu importe, et vous allez avoir un temps d'élution ou un volume d'élution, peu importe, d'accord? Vous avez de toute manière comment ça s'appelle? Un débit de votre pompe qui fait que vous allez avoir une relation entre le temps et le volume d'élution. D'accord? Un volume d'élution, pas un volume de rétention. D'accord? Volume d'élution, c'est-à-dire que c'est le temps de passage des macromolécules à travers vos colonnes. Et effectivement, vos colonnes, ayez bien en tête que vos colonnes, c'est des espèces de gel poreux. D'accord? Donc, si je fais un zoom là sur une bille, je vais avoir des pores sur les billes. OK? Et donc, comme on a quelque chose qui est étroit avec les étalons, on va pouvoir, comme on connaît leur masse molaire, on va pouvoir tracer une courbe d'étalonnage log de MI en fonction de TI. Aurélien nous l'a dit en faisant une comparaison entre son camion, sa BM et son cycliste. La droite d'étalonnage, ça va être celle-là. D'accord? Log de MI en fonction de TI. Est-ce que j'ai besoin de revenir sur cette image-là de... Non, c'est bon, hein? Vous avez... C'est pour étalon. Voilà. Étalon isomoléculaire. Est-ce qu'on peut appliquer le terme de percollant pour les petites billes dans les... Oui. Et donc, le gros camion va passer direct T1. Vos petites molécules vont pouvoir rentrer dans les pores et mettre plus longtemps. Donc, les macromolécules ayant une masse plus importante vont sortir plus rapidement et donc vont avoir un temps d'élution plus petit.
OK? Ça, c'est bon? Donc, ça, c'est pour mes étalons. Maintenant, quand je passe mon échantillon inconnu, qu'est-ce que je vais avoir comme chromatogramme? Généralement, quand je passe un échantillon inconnu, je n'ai pas une dispersité de 1, donc je vais avoir quelque chose qui est relativement étendu. OK? Et donc, comment je vais me débrouiller pour... Parce que là, OK, j'ai des relations entre des temps d'élution et des ordonnées, mais moi, je veux des MN et des MW. Hein? D'accord? Donc, dans votre cours, est-ce que je peux changer de page? Allez-y encore pour que je puisse plus voir le nom d'Alain. Ok, c'est bon, je peux passer? Alain, c'est bon ou pas? Oh. Bon, allez, on avance. Ouais, bon. En fait, l'idée, c'est de se dire, je vais avoir ma courbe de mon chromatogramme de mon polymère inconnu. OK? Je le divise en plusieurs. Alors, vous voyez bien, j'ai fait une ligne de base qui n'est pas forcément l'axe tout en bas. J'ai fait une ligne de base pour coller à ma courbe de chromatogramme de mon polymère. Je le divise en plusieurs bandes. D'accord? Donc, pour chaque bande, je vais avoir un temps d'élution. Et pour chaque bande, je vais avoir une hauteur. Ouais. D'accord? Et on sait, je peux changer, du coup là, je peux changer de... Oui, il m'a dit oui. Donc, ma hauteur, elle est proportionnelle à mon NI grand MI. Parce que mon détecteur, enfin voilà, il est sensible à la quantité massique. Donc, mon MN, qui je rappelle, qui est égal à la somme des NI grand MI sur la somme des MI, ça on le sait tous, hein? On le sait tous? Ok. Ça va être la somme des HI sur la somme des HI sur grand MI. Et mon MW qui est égal à la somme des NI MI au carré sur la somme des NI grand MI va être égal à la somme des HI grand MI sur la somme des HI. Donc, je refais le schéma ici parce que j'ai pas envie de retourner sur le truc d'avant. J'ai mon chromatogramme inconnu. J'ai fait ma ligne de base.
J'ai divisé en, allez, 10, à peu près 10 bandes. D'accord? J'ai mes TI. J'ai tracé ma droite d'étalonnage, on est d'accord. Log DMI en fonction de TI. Donc, avec mon TI, je peux calculer un log de MI en utilisant ma droite d'étalonnage. Et donc, je vais pouvoir calculer un grand MI. Yes? OK. J'ai mes hauteurs. OK. Donc, pour chaque bande, je mesure la hauteur. Et pour chaque bande, j'ai un TI, donc un MI. Donc, je vais avoir autant de HI et de MI que de bandes que j'ai sur mon chromatogramme. Et après, je calcule mon MN en fonction de la somme, enfin, je calcule ma somme des HI, je calcule ma somme des HI sur grand MI, donc je vais pouvoir calculer mon MN, et je calcule ma somme des HI grand MI, et je peux calculer mon MW. On a tout, exactement, maman. Donc, est-ce que sur la démarche, on est bon là? Parce que finalement, là, c'est la démarche de tout l'exercice hein, qu'on vient de discuter. OK? Donc, on reprend les questions maintenant, tranquillement. Est-ce que la technique, c'est bon pour tout le monde? Et donc, c'est la seule technique hein, la chromatographie d'action stérique, c'est la seule technique qui vous donne et la MN et la MW. Donc, qui vous permet une caractérisation complète de votre polymère. Bon, on va voir les limites, hein, parce qu'il y en a. Mais voilà. Moi, juste le calcul avec les HI, s'il vous plaît. Et bien, en fait, sur les HI, pour calculer mes HI, j'oublie pas de faire... Ah, c'est bon, pas de... Vous faites votre ligne de base. Vous divisez en tranches et en fait, la hauteur HI, c'est entre votre ligne de base et votre courbe. En fait, vous n'allez pas vous emmerder ici. Comme vous faites un ratio de hauteur en haut et en bas à chaque fois, vous pouvez prendre la distance en centimètres directement. OK? OK. Je peux changer de page? Puis-je changer de page, s'il vous plaît? Donc, on y va. On se voit lundi? Pour de vrai, on se voit lundi? Bon. Tracez la droite d'étalonnage du POE en indiquant au préalable dans quel ordre les macromolécules en solution sont éluées. Donc, on l'a dit tout à l'heure. Camion BM cycliste. Plus la macromolécule est grande, plus le temps d'élution est petit. OK? Donc, qui sort en premier? Yes. Donc, vous me faites un petit tableau. Comme ça, on est bon. En premier, ça va être le 486 000.
Et donc, il va avoir un temps d'élution. Donc, je regarde le maximum de l'étalon qui, du coup, est en noir, là. Et je vais trouver, allez, 25,5. Ouais. Moi, j'ai 25,5, mais si vous prenez 26, c'est bon. Hein. Je vérifie, là. Ouais, vous ne plantez pas, hein. Regardez bien le truc 26, vous êtes un peu décalé quand même. 24, 25, 5. Bon, après, ça ne change pas trop le truc. Hein. Ok. En minutes. Hein. Ensuite, le deuxième qui sort, c'est le bleu clair. Et c'est quelle masse molaire du coup? 35 000, nickel. Temps d'élution, 27. Ouais. Ensuite, le vert, donc 10 000. Ouais. Et Xavier le prenait pas mal. À chaque fois, je vous dis non, moi je prends 29. Ben, en fait, je me demande si vous décalez pas vos axes hein, quand même. Il y a 4 tirets entre chaque truc. Donc c'est... Oh, je suis bon. Comment on reconnaît les courbes? Ben, on vient de dire, plus la masse est grande, plus le temps d'élution est petit. OK? Donc, la première qui sort, la noire, ça va être la masse molaire la plus grande, avec le temps le plus court. Ça va, Tanouchika? Voilà. Donc, on en était au vert. Après, donc, on est à 2000 et en dernier, le 1000. Zoom. Et donc, 2000, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé 32. Ouais. Et le rouge, 33. Ouais, faites gaffe à vos axes hein, quand même, là, les loulous. Et donc ça, ben voilà, on trace après. Ouais. Oui, Xavier. Ce que je disais, c'est que c'est quand même approximatif. Ça va dépendre un peu de la vision de chacun, donc on va avoir quand même des valeurs différentes souvent. Oui, mais ça ne va pas changer la donne. Enfin, ça ne va pas changer grand-chose. Ok. D'accord, je vous mets les valeurs que j'ai prises. Après, rien ne vous empêche de faire le calcul avec vos valeurs et voir est-ce que ça change vraiment beaucoup le temps. Hein. D'accord. Mokhtar, en fait, c'est le maximum du pic hein, que vous prenez. OK? Ouais, c'est le maximum du pic que vous prenez. Donc après, bah, vous faites votre droite là, avec vos 5 points. Alors moi, ça va être très très moche, hein, évidemment. Ah oui! Artung, baby! Qu'est-ce que j'ai oublié là? Ouais. On n'en est pas là encore, Momo, sur les hauteurs.
Pour les étalons, on s'en fout des hauteurs. D'accord? Par contre, calculer le log de MI, bien joué Arnaud, c'est pas mal. 5,7, 4,5, 4, 3, 3 et 3. Donc, bing, vous faites votre truc là. Allez, je vous donne ça. Vous le faites comme il faut, hein. OK? Et vous faites votre régression linéaire. Pour avoir une relation mathématique entre votre log de MI, parce qu'on va en avoir besoin pour l'inconnu, hein. Et moi, je trouve ça. C'est bon? OK. La régression linéaire, vous vérifiez avec vos petits calculs si c'est bien ça que vous avez. C'est bon? Juste pas suivi à propos des reconnaissances des courbes. En fait, on vient de dire que plus les couleurs, ouais. On vient de dire que plus la masse molaire est grande, plus le temps d'élition est petit. Donc, en fait, pour la première courbe, c'est le temps d'élution qui est le plus petit. Donc, je vais prendre la masse molaire la plus grande. Et ainsi de suite. Et la lumière fut. Et la lumière jaillit. OK? Nickel. C'est bon, je peux passer à l'inconnu du coup? On peut être approximatif. Alors, j'avoue que j'aimerais bien savoir si ça change tant que ça. Donc, j'aurais bien aimé que Xavier prenne, que vous preniez vos valeurs et que vous me disiez sur votre droite d'étalonnage si vous êtes complètement à la rue ou pas. Parce que j'ai jamais fait ce calcul-là. J'ai pris les mêmes. Ouais, d'accord. Donc ça va pas changer grand-chose. Mais j'aurais bien aimé m'en assurer. J'essaierai en changeant un peu les trucs. Ouais, ok, ça marche. Donc ça, on est bon. On a fait le petit A. Ça marche? Je peux passer au slide. Est-ce que vous avez tous pris la valeur là, de cette... ce 100 va en avoir besoin du coup.
Ok. Je peux passer à une autre page? Donc maintenant, on est... Hop, 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 hop. On est sur mon chromatogramme de l'inconnu. Alors, juste, je vous le fais un peu à la louche, là. C'est ça, hein? Bien, non? Où est... Aurélien, vous gardez ça sur le côté et on va... Ouais, en fait, je vais l'écrire et je vais essayer, je vous dirai ça. Alors, demain, ça m'étonnerait que j'ai le temps de faire, mais je vais essayer de faire les calculs avec votre régression linéaire pour voir si je suis dans les choux ou pas. Ok? C'est bon, j'ai pris le truc. Je ferai les calculs. Donc, moquez-vous. Où est mon pic relatif à mon polymère inconnu? Dites-moi. Qu'est-ce que vous prendriez comme... Dites-moi, Momo. Moi, j'aurais pris... Moi, selon moi, il y a que deux pics. Il y a un grand qui est un peu mal foutu, donc il faudrait refaire un espèce de trait, enfin, pour l'ajuster. Et un deuxième petit. Pour moi, j'ai que deux masses moléculaires différentes, selon moi. J'aurais interprété comme ça. Ok. Alors, Mokhtar prend celui vers 24 minutes. Alors, en réalité, celui-là, on s'en fout. Pourquoi on s'en fout? Parce qu'on est sur des petites masses molaires et que globalement, c'est peut-être une impureté, mais ce n'est pas le polymère qu'on est en train de chercher. D'accord? Et donc, ce qu'on est en train de regarder, c'est cette partie-là. Mais cette partie-là, de là, enfin de 12 à 24. D'accord? C'est tout ça que je prends pour mon polymère. Alors, pourquoi il y a des bosses? Ben, peut-être parce qu'il y a des réactions de transfert, qu'il y a de la chimie qu'on ne contrôle pas. D'accord? Donc là, il faut se mettre sur cette gamme-là pour faire vos tranches. Donc là, alors avant de s'embarquer dans les calculs, et ça c'est important, parce que vous allez voir, les calculs vont prendre un temps infini. Pour vous, là, en voyant ce chromatogramme-là, vous diriez quoi comme masse molaire de mon polymère inconnu? Vous diriez quoi? On est dans quel ordre de grandeur en tout cas? 400 000, 486 000. Ok. Pourquoi vous dites ça?
Parce que vous êtes sur des temps d'élution qui sont plus petits. Voilà, exactement. Vous êtes sur des temps d'élution qui sont plus petits que les étalons que vous avez passés. Donc, on est sur du 10 puissance 6, quoi. 10 puissance 5, 10 puissance 6 grammes par mol, avant de commencer le calcul. Donc, si par le calcul, vous trouvez un truc qui fait 3000, vous vous dites, je me suis merdée. Et c'est important hein, de prendre ce recul-là et de dire, avant de m'embarquer dans le avant de m'embarquer dans un calcul, et je sais que vous aimez les maths, d'accord, je vais réfléchir un peu. OK? Donc, on attend du 10 puissance 6 a priori. Donc, ça, on se le note un peu dans un coin. OK? 10 puissance 6, 10 puissance 7 grammes par mol. OK? Ouais, Mohamed. Et je voulais savoir, du coup, on n'a qu'un seul pic ou pas? Est-ce qu'on a qu'un... Oui, on n'a qu'un seul pic. Celui que j'ai barré, on ne le prend pas en compte. Hein. Ouais, non, mais du coup, ça veut dire qu'il n'y a qu'un polymère enfin, il n'y a qu'une même masse. Il n'y a pas différentes masses molaires à déterminer. Il n'y a qu'un seul N, un seul W. Oui. Ok, d'accord. Merci. Donc, j'ai vu, hein, Olivier. Donc, ce qu'on va faire, conseil, parce que au moment où j'ai fait ça, je n'avais pas envie de me prendre les yeux plus que ça. On va se dire, on va prendre, alors, en fait, j'ai mis 12, mais ça commence à 13 en tout trigger, là. Alors, je ne sais pas comment j'ai... Du coup, vous divisez votre... allez, on va dire en 10 tranches. Je ne sais pas combien... 2, 4, 6, 8, 10, 11. J'ai fait 11 tranches. Ce que j'ai fait, que j'ai pris une tranche à 13, une tranche à 14, 15. Voilà, j'ai pas fait ça bien, pardon. Donc, une tranche centrée sur 13, une tranche centrée sur 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Putain, la prof, elle s'est comptée de 13 à 23. Et donc, ensuite, pour chaque temps, pour chaque bande, j'ai mesuré ma hauteur en centimètres. Vous me suivez? Et donc, pour chaque temps, vous avez bien compris que ce n'est pas moi qui note encore. Hein. On va calculer un log de MI pour chaque bande avec ma droite d'étalonnage, donc un MI. Donc, je vais pas m'emmerder et calculer un HIMI et un HI sur grand MI. Ouais, je sais. Mokhtar m'en a parlé ce matin là. Je vais essayer de remuer un peu là. Parce que je suis à peu près sûre que les copies ont été corrigées. Donc, je vais un petit peu... demander. Donc, pour chaque tranche, je vais avoir un TI. Je vais mesurer une hauteur. Avec mon temps d'élution et ma droite d'étalonnage, je vais pouvoir calculer un log de MI. Donc, calculer un MI, grand MI.
Et donc, je vais pouvoir faire un calcul supplémentaire qui est HI grand MI et HI sur grand MI. Et une fois que j'ai toutes les valeurs, je fais ma somme et j'ai ma MN et ma MW. Vous voyez l'idée? Ok. Ouais, c'est long. En fait, j'ai envie que vous le fassiez et qu'on en parle la semaine prochaine. Est-ce que ça vous irait, ça? Parce que sinon, ça va prendre 3 plombs et on ne va pas forcément très avancer sur le reste. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a cours demain. Alors après, je ne voulais pas vous demander ça pour demain parce que... Enfin, voilà. J'avais pas envie de vous demander ça pour demain parce que peut-être que vous en avez un peu marre quand vous avez 6 heures de cours. De polymère, on a marre? Non. Mais non. Tout va bien. Tout va bien. Ah, alors voilà. Alors, je mets un peu d'empathie là-dedans. Et qu'est-ce que je me prends dans la tronche, là? Voilà. Merci, Florent. Alors, HI égale 9,46. Oui, pas HI. Log de MI, Xavier, je pense. Demain, on a TD. Demain matin, on a TD, ouais. Xavier, ouais, c'est bon. Oui, c'est ça. Bon, donc, qu'est-ce qu'on se dit? On regarde ça la semaine prochaine. Après, pour les forts, vous pouvez le faire pour demain matin. On en parle aussi. Hein, c'est pas... ne croyez pas que je ne veux pas vous faire bosser ce soir. Hein. Mais ouais, j'imagine que c'est un peu dur. Donc, est-ce que déjà le déroulé et la démarche de l'exercice, c'est bon pour tout le monde? Ok. Ça marche. Alors, du coup, par contre, la dernière question va peut-être être emmerdée pour la faire. Alors, juste, je vous donne les valeurs que moi, je trouve. OK? En MN et en MW. Juste pour faire la dernière question, parce que sinon, on ne va pas pouvoir répondre et c'est un peu chiant. Donc, j'ai du 20 10 puissance 6 grammes par mol. Je ne sais plus écrire. C'est bon, là, le 20 10 20 10 puissance 6. Et j'ai du 121 10 puissance 6 en MW. Avec, du coup, une dispersité de 6,1. Ça, c'est les valeurs que je trouve avec la droite. Du coup, Aurélien, prenez pas ces valeurs-là. Vous le faites avec votre droite d'étalonnage. Ou mieux, vous le faites avec les deux et vous me dites si vous êtes à la ramasse ou pas. Donc, ça, c'est bon. Ça marche? Je peux changer de page ou vous n'avez pas encore les valeurs? Mais quel boulet celui-là, je vous jure. Vous êtes avec... C'est qui votre tutrice? Dites-moi là. C'est qui votre tutrice? Madame Benevaux. Ok. Non, j'y suis là. J'y allais, Mokhtar.
sur les inconvénients. Je peux changer de page du coup là? Oui, mon beau. Question pour les valeurs que vous avez trouvées. Vous les avez incorporées dans la droite d'équation dans l'équation de la droite qu'on a trouvée précédemment pour l'étalonnage. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai des temps d'élution. D'accord? Ouais. Mes temps d'élution, j'ai une droite d'étalonnage qui est log de MI égale machin bidule chouette fois TI plus truc. Ouais, ça y a pas de souci. Donc, je peux calculer un log de grand MI. Ouais. Ouais. Ah, du coup, vous remplacez le TI, les temps ici. Ouais. Les différents temps, vous les remplacez. On obtient des différents logarithmes. Ouais. Le logarithme de M, après on obtient M, et à partir de là, on peut calculer, on a les hauteurs qui nous sont indiquées en ordonnée, on pourra calculer la somme des moyennes, la somme des MN et la somme des MI. Okay. Alors, la somme des HI, ce que j'ai mis là, la somme des HI sur la somme des HI sur grand MI qui te donne les MN. Ouais, ça, la formule, n'a pas de souci. C'était juste pour savoir comment vous avez... Ok. Ok, merci. Ouais. Et donc, c'est quoi les inconvénients, dites-moi, sur cet exemple spécifique? Alors, les calculs sont longs, d'accord, mais ce n'est pas une technique qui est longue en soi. Hein. Mais quel est le problème, en fait? Qu'est-ce qu'on a dû... Alors, déjà, vous me l'avez dit tout à l'heure. Alors, vous me l'avez dit peut-être pas exactement en ces termes, mais vous m'avez dit on a une masse qui est supérieure à 486 000 parce Bien, Jules. C'est première remarque et premier inconvénient qui est de taille. Comme on est en solution, et on a les deux arguments là, on a les deux inconvénients, d'accord? Premier inconvénient, on est en train de regarder un polystyrène sulfonate. Alors, évidemment que tout le monde sait ce que c'est qu'un polystyrène. Normalement. Oui, madame, on sait tout ça. Sulfonate, ça veut dire qu'on a une charge SO3- sur le phi du styrène. Bon. Qu'on compare avec des étalons POE, polyoxyde d'éthylène. On est d'accord que la chromatode d'exclusion stérique est basée sur un volume hydrodynamique des chaînes en solution dans un solvant. On est en train de comparer ce polystyrène sulfonate avec un POE. Donc des structures chimiques qui sont quand même super différentes. Donc ça, c'est déjà un problème. On aurait pu prendre du polystyrène en étalon. Déjà, on était un peu plus proche, même s'il y avait des charges, ça aurait été peut-être un peu mieux. Donc effectivement, comme l'a dit Jules il y a 2 minutes, c'est de dire attention, en chromatode d'exclusion stérique, les Mn et les Mw qu'on obtient sont en équivalent étalon, donc en équivalent POE. Ok, ça c'est le premier souci. On a des étalons qui sont super différents du polymère qu'on injecte après. Deuxième info qui est ici donnée par Mokhtar. Mokhtar nous dit les masses sont énormes. Qu'est-ce qu'on vous a dit sur un étalonnage?
sur toute technique où on a un étalonnage, il faut que votre inconnu soit dans la gamme de l'étalonnage. D'accord? Alors que là, on trouve un 10 puissance 6, 10 puissance 7 qui est en dehors de la droite d'étalonnage. Donc ça, c'est pas bien. Au mieux, au mieux, on passe un étalon qui fait 10 puissance 7 grammes par mole. On passe un étalon qui est vraiment dans cette gamme de masse molaire. Alors, ça nous donne une indication, mais on a quand même un doute. Vous faites ça en labo, vous ramenez, tiens, j'ai cette masse molaire-là qui est en dehors de votre droite d'étalonnage. Votre encadrant a le droit de dire, tu retournes à la paillasse et ta droite d'étalonnage, tu l'as fait avec l'étalon qui est au-dessus de la masse molaire que tu obtiens. OK? Donc, elle te donne une indication. C'est pas que c'est pas utilisable. C'est juste que déjà, tu n'as pas de précision parce que ta structure chimique est très loin de celle de tes étalons. Et en plus, tu es sur une masse molaire qui est au-dessus de ta plus grande valeur d'étalonnage. Donc, c'est pas très cool, ça. Si? On est bon là-dessus? Ouais, Mohamed. C'est une fausse manip? Non, c'est moi, donc je sais pas. C'est Jules. Ah, d'accord. Ah, bah attendez, parce que du coup, ça c'est pas. J'ai pas dû enlever. C'est bon, je t'écoute. Oui. En fait, j'avais juste une question au niveau de la détermination de la hauteur. Parce que quand on regarde le chromatogramme, l'ordonnée, c'est DEIRIU. Et donc, c'est pas en centimètres. Donc, je voulais savoir comment est-ce qu'on déterminait en centimètres la hauteur. Alors, en fait, tu vas faire, c'est mesurer avec ta règle la hauteur. Effectivement, ton détecteur, donc qui est là un réfracteur, enfin peu importe ce que c'est comme détecteur, te donne une valeur, en plus qui est un peu chiante quand tu regardes l'ordonnée. Donc, tu ne vas pas prendre cette hauteur-là, tu vas te simplifier la vie et tu as le droit de faire ça parce que de toute manière, dans tes équations, tu as une hauteur sur une hauteur. Donc, en fait, tu prends la même unité pour les deux et basta. C'est pas grave. Je suis claire ou pas? Ouais. Ouais. On fait avec la règle. Pas de souci. Donc, ayez bien en tête que la chromatodextrusion stérique vous donne des infos sympas parce que ça vous donne et la MN et la MW en une seule manip, mais qu'il faut se poser la question de quel est l'étalon que je regarde et quel est l'échantillon que je regarde, parce que selon les structures chimiques, vous allez peut-être être à la ramasse sur vos mesures de masse molaire, ou en tout cas, ayez bien en tête que c'est des masses molaires équivalents étalons. Et, enfin, voilà. Et soyez dans la bonne gamme d'étalonnage pour vos mesures de masse molaire. On est bon? Alors, première option, on continue avec l'exercice 7.